Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cet événement du FIR qui est l'occasion pour nous de vous présenter une initiative un peu originale que nous allons mener, que nous allons répéter autour d'engagement actionnarial du CAC 40, avec une façon un peu particulière de le faire, mais on va y revenir. Alexis Mas, je suis le président du Forum pour l'investissement responsable, et avec nous Martial Cosette, le trésorier du FIR, et Caroline Lemot, qui est la présidente de la commission Dialogue et Engagement. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on vous décrive un peu cette initiative d'engagement nouvelle que la FIR a décidé de lancer cette année. Et avec nous, Martial, qui a coordonné les travaux d'une large équipe. Martial. Merci Alexis. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en quelques mots, je vais vous parler un petit peu de la méthodologie, de la manière dont on a approché la question, la méthodologie, les objectifs qu'on a essayé de poursuivre. Le début du process a été engagé très en amont des assemblées générales. Il a mobilisé une vingtaine d'analystes spécialisés sur les questions d'environnement, social, de gouvernance. Et puis, nous avons opté pour un échantillon de questions qu'on peut peut-être estimer relativement large, à savoir une douzaine de questions qui ont été posées à l'ensemble des entreprises formant le CAC 40 et des questions réparties en trois catégories classiques, E, S et G. Alors, on peut se poser une question préalable. Pourquoi est-ce que les questions n'ont pas été orientées par secteur? Une question qu'on peut nous poser. Alors, on y reviendra sans doute par la suite des exposés, mais on peut déjà préciser que, de manière tout à fait simple, ça facilite les comparaisons. C'est un premier point. Mais aussi, on peut souligner que les questions ont été tournées de telle sorte à ce qu'elles permettent d'être déclinées par les sociétés elles-mêmes pour, le cas échéant, les ajuster à leur secteur d'activité, également à leurs préoccupations spécifiques du moment ou à venir. En fait, ce qu'on demandait un peu aux entreprises, c'était de pouvoir s'adapter et d'être réactifs, ce que certaines ont fait. Et puis, troisième lieu, ça permet aussi aux interlocuteurs de s'interroger, c'est-à-dire aux interlocuteurs dans les entreprises de s'interroger plus profondément sur leur politique, sur leur démarche, etc. et de ne pas appliquer, on va dire, une espèce de prêt-à-porter, de prêt-à-répondre aux questions. Voilà, c'était un peu nos intentions de départ. Alors du coup, en termes d'objectifs, bien sûr, le premier point à souligner, c'était d'examiner la qualité, l'adéquation des réponses avec les questions qui ont été posées. Alors, force est de constater que certaines entreprises ont répondu aux attentes formulées par le FIR, mais que dans d'autres cas, on a pu relever certaines digressions qui n'étaient pas tout à fait ce qui était attendu par le libellé des questions. Alors, parmi les autres objectifs, on demandait, comme je l'ai un peu indiqué précédemment, des informations ciblées sur nos préoccupations et des informations qui enrichissent, on va dire, les informations qui sont publiques, qu'on peut voir dans le document d'enregistrement universel ou autre. Voilà, c'est aussi cet objectif qui était poursuivi. Et au final, ce qu'on peut supposer également, c'est que cette étude qui a été menée aujourd'hui sert à ouvrir, à vivifier davantage, on va dire, le dialogue actionnarial qui existe, et que l'étude qu'on vous présente aujourd'hui n'est pas un aboutissement, mais c'est finalement une étape qui verra un certain nombre d'autres étapes par la suite. Alors, techniquement, bien sûr, il y a eu beaucoup de difficultés qui ont été suscitées par la crise sanitaire avec des reports d'assemblée générale. Enfin, ça, c'était pour tout le monde pareil. Et puis aussi, par contre, ça a été compensé, et là, il faut quand même le dire, par la mise à disposition d'adresses électroniques dédiées pour pouvoir poser des questions écrites, ce qui n'était pas aussi fréquent cela des années précédentes, mais toutes les entreprises ne sont pas non plus jouées le jeu, même si ça avait été préconisé par l'AMF. Alors, au niveau des réponses, un grand motif de satisfaction, c'est que toutes les sociétés,
Les 40 sociétés du CAC 40 ont répondu au questionnaire, y compris les sociétés qui n'ont pas leur siège social en France et qui n'étaient pas obligées de répondre par écrit ou par oral aux questions que le FIR a posées. Plus de 200 pages de réponses ont été finalement collectées et je crois que très prochainement, vous retrouverez l'ensemble des réponses organisées comme il se doit sur le site du FIR. Les analystes, de leur côté, ont organisé leurs analyses en structurant le document, les 12 fiches en fait, que vous allez trouver dans le rapport du FIR, en fonction des enjeux généraux, des attentes exprimées par les communautés ISR, et puis les points forts qui ont été relevés, les déceptions qui ont été notées au niveau des réponses qui ont été apportées. Alors, en termes de méthodologie, des choix ont été faits. C'était de résumer les réponses faites par 40 entreprises à chaque question, de résumer, de les synthétiser en 2 pages. Vous imaginez bien qu'il a forcément fallu faire des choix. Mais enfin, l'objectif, c'était aussi de stimuler, de donner un petit peu d'inspirer, on va dire, l'ensemble de la communauté des affaires. Une méthodologie interne a été rédigée pour faire ressortir les problématiques et les attentes derrière chacune des questions. Mais une certaine latitude a été accordée aux équipes d'analyse qui ont travaillé en binôme ou en trinôme sur chacune des questions. Le contenu de l'analyse, en principe, nous nous sommes intéressés à la précision des questions, par rapport aux des réponses par rapport aux questions, comme je l'indiquais tout à l'heure, pas nécessairement à la qualité des politiques et des démarches, mais il faut bien constater que dans les faits, les 2 aspects sont souvent liés parce que très concrètement, il est assez difficile à une structure de faire valoir des démarches et des politiques de qualité de le dire lorsqu'elles ne font pas grand-chose. À l'inverse, ce n'est pas forcément vrai. Alors, pour finir peut-être cette courte présentation, je dirais que j'ai envie de féliciter en fait les équipes qui ont travaillé, comme je l'ai dit, en binôme, parce que finalement, ce travail est un énorme travail qui a été mené sur plusieurs mois pour pouvoir vous rendre compte à travers ces 12 fiches que vous pourrez consulter très bientôt. Merci Alexis. Merci Martial. Alors si on passe au-delà un peu de la méthode au contenu, avant même de rentrer sur ce qui s'est bien passé et moins bien passé, donc juste pour rappeler comment on a fait. Alors le forum est une petite association. On a acheté une action des 40 sociétés du CAC 40 pour pouvoir poser des questions écrites en assemblée générale. Alors, nous n'avions qu'une action, et c'est le droit de chaque actionnaire que de poser des questions. Nous représentions au sein de la commission dialogue et engagement des investisseurs qui, pris tous ensemble, gèrent 4 500 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Et donc, nous sommes à la fois tout petits et en même temps représentant finalement un collectif d'investisseurs engagés, ce qui est autour de la place de Paris, qui est important. Et donc, le premier bilan que je tire, c'est quand même une forme de surprise sur la manière dont des entreprises qui se voient adresser des questions répondent à leurs investisseurs. En tant que forum, nous sommes très attachés au dialogue entre investisseurs et entreprises dans lesquelles on investit, entre émetteurs et émetteurs. Ça nous paraît être la base d'une relation réussie et d'une démarche de progrès en matière environnementale, sociale et de bonne gouvernance. Et pourtant, bien des réponses étaient très décevantes à la lecture, nous renvoyant simplement vers un numéro de page du document de référence ou n'élaborant finalement que très peu les réponses. Alors, c'est un sujet de préoccupation quand même, parce que le forum croit à la démocratie, croit au dialogue, pense qu'il est absolument nécessaire de dialoguer avec les parties prenantes, pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir un dialogue social de qualité, mais pense aussi que donc, le dialogue entre investisseurs et entreprises est fondamental et que cette faible qualité parfois des réponses ne témoignait pas d'une qualité de dialogue suffisante. Et c'est d'autant plus surprenant que cet exercice des questions écrites en assemblée générale est public et que lorsque le forum pose une question, il le pose
au bénéfice de l'ensemble des investisseurs, de l'ensemble de ses membres, bien sûr, qui représentent 4 500 milliards d'euros d'actifs, mais bien de tous les investisseurs qui peuvent prendre connaissance des réponses. Le deuxième élément, bien sûr, vous retrouverez l'ensemble des réponses, des notes, les analyses se sont livrées à un exercice de notation pour essayer de coter la qualité des réponses qui ont été faites dans le rapport que vous retrouverez sur le site du forum. Bien sûr, il y a des entreprises qui se distinguent. Aucune n'est parfaite, mais certaines ont, sur les sujets de RSE, pris plus d'avance que d'autres, qui sont encore en retard ou dans la prise de conscience de l'importance des sujets environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance pour elles-mêmes, mais aussi pour la société tout entière. Donc, il y a des différences, mais il y a aussi des points communs, et c'est là-dessus que je voulais insister un petit peu. Finalement, quand on regarde l'ensemble de ces 12 réponses, en étant sélectif, puisque nous n'avons qu'une heure tous ensemble, on s'aperçoit que les entreprises du CAC 40, les grandes entreprises françaises, ont travaillé 2 grands types de sujets. On travaille un peu plus que les autres. Le premier sujet, c'est l'environnement et notamment le climat. D'ailleurs, il faut être plus précis, c'est bien sur les sujets de climat que le travail a été bien engagé. Nous avions 2 questions sur le climat. Et sur ces sujets climatiques, on voit qu'au sein de la place de Paris, une prise de conscience a eu lieu. Et donc, par exemple, aucune société n'oserait plus ou n'a osé indiquer que la question du climat ne se posait pas. Au contraire, il y a une prise de conscience absolument générale. Et donc, la première question que nous posions, par exemple, quelle est la liste de vos activités non compatibles avec l'accord de Paris, a donné lieu à de nombreuses réponses intéressantes. Alors, 4 ont eu 3 étoiles et puis 10 n'en ont pas eu du tout. Mais ce qui est par-delà, le classement des activités entre compatibles et non compatibles, dans le détail, vous verrez, certaines ont probablement été trop vite sur la prise en compte des effets indirects, des effets de cycle de vie, du scope 3 des émissions de CO2, mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que le CAC 40 a commencé à travailler sur ces sujets. Est-ce que c'est suffisant? La réponse est naturellement jamais tout à fait oui. La société civile est impatiente et le forum l'est aussi, parce que l'urgence climatique est là et qu'il s'agit de la survie de l'humanité. Mais il faut bien noter que les entreprises ont travaillé le sujet. La deuxième question qu'on a posée, plus nuancée, c'est de savoir quelles conséquences les entreprises ont tirées de la réflexion sur leur propre impact climatique en matière d'investissement. Et là, vous le voyez, c'est là où est l'axe de progrès probablement principal. On n'a finalement eu aucune très bonne réponse. Alors que c'est bien là la question qui préoccupe les investisseurs. Non seulement, et c'est une bonne nouvelle, les entreprises ont pris conscience des enjeux, mais d'autre part de voir comment elles vont transformer leur modèle économique, avec quel réinvestissement, quel effort de transformation. Et donc, notre idée à travers cette question, c'était bien de poser la question, et donc, comment vous allez faire pour faire la transition de vos activités pour être compatible avec l'accord de Paris, donc réduire votre empreinte climatique. Et c'est là où, s'il y a encore beaucoup de bonnes réponses, ce qui montre que la place à travailler, il n'y en a pas d'excellentes, et c'est là pourtant ce que les investisseurs attendent. Donc, des entreprises engagées, oui, dans lesquelles d'ailleurs ils croient, s'ils n'y croient pas, ils n'investissent pas dedans, mais aussi avec des jalons prévisibles, un plan de transformation public, compréhensible, à la hauteur des enjeux. Et c'est là-dessus que, même si on voit que la place à travailler avec ces 23 sociétés dont la réponse était cotée 2 étoiles, il y a encore un peu de marge de progrès. L'autre grande question sur laquelle finalement on voit que la place de Paris a travaillé, c'est la question de l'égalité femmes-hommes. De nombreuses évolutions législatives ont eu lieu, y compris depuis le début du quinquennat autour de l'index, donc de la réflexion sur les actes RH et de la manière dont ils contribuent ou non aux inégalités salariales entre femmes et hommes. Sur ce sujet aussi, on s'aperçoit que la moitié des sociétés du CAC 40 a globalement
bien répondu avec 2 étoiles. Et on s'aperçoit que donc sur ce sujet aussi, il y a eu une prise de conscience qu'il fallait faire quelque chose. Est-ce que tout est parfait? La réponse est encore une fois non. Notamment les objectifs chiffrés, des objectifs de progrès clairs, chiffrés. Le plan d'action n'est pas forcément très clair quand on lit les réponses aux investisseurs à nos questions écrites en Assemblée générale. Mais au moins, ça fait aussi partie des bonnes nouvelles que de s'apercevoir que sur ce thème, le fait que les grandes entreprises se mobilisent est relativement évident. Donc on a donc deux questions, et nous avons fait un choix drastique dedans, mais sur lequel on voit que les grandes entreprises du CAC 40 ont fait des efforts évidents, avec une prise de conscience du fait que le dérèglement climatique est en cours, néanmoins de gros progrès à faire sur les plans d'action, et puis sur l'égalité femmes. Par ailleurs, il y a d'autres sujets sur lesquels on a été un peu surpris, un peu déçus, et pourtant les progrès peuvent être très rapides. Pour le montrer, un exemple, notre 8e question, qui est sur les fonds qui sont proposés aux salariés par les grandes entreprises. La place de Paris est une des places leaders en matière de finances responsables, dispose de labels, dont 2 d'État, un label ISR qui marche très bien, un label Greenfin, un label Finansol pour la finance solidaire et un label des organisations syndicales elles-mêmes, donc le label du comité intersyndical de l'épargne salariale. Et donc, nous avons en France une offre de fonds responsables importante. Pourtant, quand on interroge les entreprises, elles sont quand même majoritaires à ne proposer pas ou quasiment pas de fonds responsables et bien labellisés comme tels à leurs salariés. Il suffit d'aller voir leurs prestataires pour le changer, donc les marges de progrès sont rapides, conséquentes, avec par ailleurs 3 axes de progrès: en proposer plus, parce que plusieurs fonds sont offerts aux salariés, avec des profils de risque d'ailleurs qui doivent être diversifiés, pour qu'il y ait des fonds prudents pour les salariés qui ne souhaitent pas prendre de risques, comme des fonds plus dynamiques. Donc, il peut y en avoir plus, et puis il faut couvrir plus de salariés, puisque quand on pose la question, on peut très bien avoir une réponse: oui, j'ai un fonds labellisé Finansol, donc un fonds solidaire, ce qui est une obligation, c'est une obligation légale que d'avoir un fonds solidaire, donc on peut en plus le faire labelliser pour être certain que le salarié sache que les produits qui sont offerts sont de bonne qualité. Donc il peut y en avoir plus qu'un, mais il peut y avoir aussi plus de salariés couverts. Et sur ces 2 axes-là, des progrès nombreux et rapides peuvent être faits. C'est en tout cas le souhait du forum qui suivra dans le temps cette question, parce que, encore une fois, les grandes entreprises ont la faculté de progresser très vite sur ces sujets. Et puis à côté de ces sujets sur lesquels on a travaillé ou sur lesquels des progrès très rapides peuvent être constatés, on a eu plus de déceptions sur d'autres thèmes importants, et je vais passer la parole à Caroline Lemeau. Merci. Bonjour à tous. Au-delà du climat et de la diversité homme-femme, sur lequel on peut estimer que ce sont des thèmes qui commencent à être matures, en tout cas dans la connaissance des entreprises, que ce sont des thèmes importants pour elles, nous allons aborder plutôt des thèmes que nous estimons plutôt émergents, parce que on voit dans les réponses des entreprises que le niveau de prise en compte dans leur politique RSE est encore limité. Donc avant ça, je voulais revenir sur le fait que ce travail de qualité a été fait par des analystes et des personnes qui font partie des organisations appartenant au FIR. Elles l'ont fait de façon très concrète et très professionnelle, et je voulais les en remercier, même si je suis leur porte-parole aujourd'hui. Donc, si on commence sur la biodiversité, qui est un sujet qui est important, qui émerge comme un sujet clé pour la préservation du capital naturel, mais également pour son impact sur les enjeux climatiques. On s'aperçoit que le niveau global de reconnaissance que ce sujet est un sujet à enjeu pour une entreprise est limité à ce stade, puisque vous voyez que
11 entreprises n'ont eu aucune étoile et donc ont une prise en compte très limitée, voire insuffisante de ces dimensions-là. Et aucune entreprise n'a une prise en compte des impacts directs et indirects qui soit suffisant et robuste, non seulement dans l'évaluation de leur exposition, mais également dans un plan qui serait détaillé et qui apporterait, qui se déclinerait dans des actions concrètes. Donc, ce qui est, cet état de fait vient du fait que c'est vrai que la biodiversité, on a commencé à discuter de la biodiversité plus tardivement par rapport au climat et que les entreprises ont besoin de comprendre que en quoi ce sujet-là est un sujet important pour leurs investisseurs. Et jusqu'à maintenant, on peut supposer qu'elles ont pris plus d'efforts à répondre sur le climat. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs poussent ces aspects-là et mon éternel optimisme dit que ça permettra aussi aux entreprises de prendre un petit peu plus la mesure de la chose sur cet élément qui, encore une fois, est très important pour le climat et pour la préservation du capital naturel. Il y a quelques éléments qui nous semblent importants. C'est la nécessité dans ce domaine-là que les entreprises arrivent avec des réponses autour de décisions concrètes d'action, pas juste de l'exposition, mais vraiment qu'elles réfléchissent à leur exposition et ensuite ça aboutisse à des actions et notamment que ce soit sur leur exposition directe et leur exposition indirecte. Vous verrez dans le rapport du FIR des propositions ou des angles proposés d'amélioration des réponses que nous aimerions voir dans les années qui viennent, notamment autour de l'impact de leurs sous-traitants et des matières premières qu'ils utilisent. Un grand axe aussi qu'il doit être amélioré et autour des sites industriels et donc de la remise à niveau des sites industriels une fois que les entreprises ferment. C'est un enjeu très important pour la biodiversité et c'est aussi un enjeu climatique puisque il faut que nous collectivement minimisions l'impact sur le sol de nos activités et donc les entreprises ont une action dans ce domaine-là possible. Au-delà, donc ça, c'est un premier sujet qu'on pourrait dire émergent et sur lequel nous espérons que les réponses aux questions au fur et à mesure des années s'améliorera. Un deuxième élément qui nous paraît important sur lequel les entreprises pourraient améliorer leur réponse au cours des années, c'est autour du salaire décent, qui est un concept qui est très important puisque en fait, il s'agit pour le salaire décent de s'assurer que les salariés des entreprises, que ce soit les salariés directs, mais aussi les salariés chez les fournisseurs, reçoivent un salaire qui leur permet de subvenir à leurs besoins en termes alimentaires, de logement, d'éducation, de santé, notamment, et pas seulement, pour eux et leur famille. Cette notion, et on s'aperçoit que c'est une notion qui est
moins bien connues au sein du CAC 40, puisque 21 entreprises ont reçu donc ce qu'on appelle 0 étoile sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pris en compte cet élément-là. Ensuite, même dans les réponses, nous nous apercevons que c'est vraiment un sujet euh, émergents. Les entreprises sont seulement au début de leur prise en compte et du chemin de progrès dans ce domaine. Il y a quand même certaines initiatives qui sont positives, notamment avec des initiatives de certaines entreprises, d'avoir une couverture qui notamment, c'est le Care by Saint-Gobain, une couverture sociale qui couvre également les membres de la famille. C'est important. Et ça l'est d'autant plus, je pense, dans ce moment où nous avons cette pandémie qui, dans certaines régions du monde, est beaucoup plus difficile à gérer que nous en France, où nous bénéficions d'une couverture de base publique. C'est important. Un autre élément important du salaire décent, c'est de s'assurer que les avantages sociaux sont appliqués à l'ensemble des salariés à travers le monde et pas juste dans certaines géographies. Cela aussi permet de s'assurer un salaire décent. Donc, c'est un sujet qui évidemment est complexe puisque le salaire décent se définit de façon très locale ou au sein parfois même d'une région d'une entreprise. Et donc, ça peut effectivement comporter des difficultés pour les entreprises qui sont des entreprises globales, cette granularité. Cependant, en termes de qualité et de gestion des risques liés aux ressources humaines, c'est un point important de gestion. Ce n'est pas juste un problème éthique, c'est aussi un problème de gestion du capital humain. Donc, si on passe au sujet suivant, qui est un sujet que le FIR sur lequel le FIR a commencé à travailler déjà depuis 2018, qui est la responsabilité fiscale des entreprises. Le FIR a publié un rapport l'année dernière sur ce sujet. Le point que nous portons, c'est de dire que la responsabilité fiscale des entreprises est un sujet qui doit complètement s'intégrer dans la politique et la stratégie RSE des entreprises, puisque les entreprises doivent contribuer à hauteur de leur valeur ajoutée dans les pays, dans les pays où ils génèrent cette valeur ajoutée, que c'est un outil de cohésion sociale et de redistribution de la valeur à travers les infrastructures, mais aussi les bénéfices sociaux dans les pays. On le voit aussi dans cette période de pandémie, l'État est toujours le dernier recours en cas de problème, et il nous semble important d'un point de vue d'efficience sur long terme et de stabilité économique que ce mode de redistribution par l'impôt soit le plus efficient possible. Dans ce domaine-là, vous voyez qu'il n'y a pas d'entreprise qui ait eu des notations de 3 étoiles, et beaucoup d'entreprises sont encore en retrait
dans ce domaine-là. Ce qui nous paraît important et ce qu'on a demandé aux entreprises, c'est si ces sujets qui nous semblent importants, encore une fois, pour la stratégie RSE, étaient discutés au sein des instances dirigeantes et du conseil d'administration, évidemment en comité d'audit, mais pas seulement, pour que ce soit vraiment vu, reconnu et discuté comme une partie, comme faisant partie de la stratégie RSE des entreprises. Voilà pour faire un focus sur ces 3 sujets émergents sur lesquels nous pensons que les entreprises doivent à la fois mieux structurer leurs réponses, parce que ça, en fait, pour faire une bonne stratégie, la communication est importante. C'est pas l'objet n'est pas le but n'est pas la communication, mais la communication est un outil qui permet de mieux comprendre la stratégie et avancer sur leur stratégie au fur et à mesure des années pour que la qualité des questions s'améliore, enfin des réponses aux questions s'améliore au cours du temps. Merci beaucoup, Caroline. Je vais bientôt repasser la parole à Martial Cosette pour présenter le classement des entreprises. Dans quelques secondes, vous allez voir dans le chat apparaître, où vous avez vu apparaître le lien vers le rapport du forum. Vous y retrouvez donc 2 choses. D'abord, une synthèse, une analyse question par question, avec un peu plus de détails que ce qu'on a pu faire, et sur les 12 questions, et non pas un échantillon de 6 qui nous permettent de nourrir notre appréciation globale. Et puis, l'ensemble des réponses du CAC 40 à nos 12 questions écrites, ce qui fait un matériau très riche, qui d'ailleurs vous permettra de vous faire votre propre opinion, question par question, indépendamment du travail d'analyse que nous avons pu faire. Alors, sur la manière dont les entreprises du CAC se situent, cette fois-ci nominalement, il n'y a pas de name and shame, les réponses elles sont publiques, ce sont celles que les entreprises ont faites publiquement à nos questions, et donc tout le monde pouvait d'ailleurs y avoir accès dans l'intervalle. Martial ? Merci Alexis. Okay. Et voilà, alors je laisse quelques secondes aux personnes qui sont présentes pour pouvoir observer ce classement. Vous voyez, donc il y a 4 couleurs hein, sur la droite, vert foncé, vert clair, orange et rouge. On vient de présenter l'ensemble des questions en 3 grosses catégories, hein, celles qui sont porteuses d'espoir, on va dire, en matière d'ouverture, qui permettent d'aller de l'avant, celles qui sont, sur lesquelles il y a beaucoup de points d'améliorer, et celles sur lesquelles il y a quelques déceptions plus notoires. Alors, en plus des 3 éléments qu'a cité Caroline à l'instant, Caroline Lemot, je souligne aussi la question 12, qui ne paraît pas là, mais la question 12, on a cité les entreprises à nous dire en quoi les partenaires sociaux étaient ou n'étaient pas associés à l'élaboration de la DPEF. Et c'est quelque chose qui est très important, en tout cas pour le FIR et pour pas mal d'autres d'acteurs, et qui a été réutilisé, et donc c'est pour la saison 2 des campagnes vis-à-vis des assemblées générales, et qui a été un petit peu enrichi. Alors, je voulais préciser ça parce que ça n'apparaît pas sur le tableau, donc c'est l'analyse, on va dire, par question. Ensuite, si on analyse les résultats par entreprise, alors en préalable, il faut citer que sur les 1200 étoiles qui méritaient qui étaient prévues d'être distribuées, il y en a moins de 500 qui ont été distribuées. Donc, ce qui explique un peu un certain niveau, peut-être déception. On aurait préféré qu'on passe au moins la moyenne. Si on se reporte sur le bas du tableau, on va dire, ce qui est les entreprises qui se retrouvent en rouge, eh bien, on note que nous avons l'ensemble des sociétés qui n'ont pas leur siège social en France.
Ce qui montre que le questionnement, la législation française permet quand même d'apporter un certain niveau de satisfaction et pourquoi pas d'entraîner, en tout cas pas toute l'Europe, mais une petite partie de l'Europe derrière elle pour que ces dernières sensibilités s'améliorent. Voilà, donc ça c'est un premier point. Un deuxième point, il y a aussi ces sociétés comme Téléperformance, par exemple, qui sont toutes neuves, on va dire, qui sont toutes neuves dans le CAC 40 et qui n'ont pas forcément l'habitude d'être confrontées à ce genre d'exercice. On trouve d'autres sociétés également, quand on étudie un petit peu les assemblées générales des autres sociétés comme Pernod Ricard, Hermès, Vivendi, etc., où il n'y a pas non plus forcément l'habitude d'un dialogue actionnarial qui se produit de manière habituelle au niveau des assemblées générales. Et puis une autre entreprise comme Excelor, Luxottica, qui a peut-être aussi quelques soucis à redéfinir sa gouvernance interne et qui donc avait peut-être d'autres priorités. Voilà, c'était une observation, on va dire, générale au niveau de ce bas de tableau. En ce qui concerne le haut de tableau, je crois que ce qui est intéressant à souligner, et pas seulement le haut du tableau d'ailleurs, c'est que si on regarde la question par secteur d'activité homogène, eh bien, on se rend compte que finalement, il y a une certaine diversité dans les classements. On voit par exemple le secteur bancaire, il y a trois grandes banques françaises qui sont notées et qui se retrouvent finalement à des niveaux différents, on va dire, dans l'échelle de classement. C'est pareil pour tout ce qui concerne l'énergie, le secteur équipement électrique et énergie. On peut tirer les mêmes conclusions avec l'automobile, avec le luxe, qui est par là pour le coup très éclaté. Nous avons trois sociétés, Kering, LVMH et Hermès, qui ne se trouvent pas tout à fait au même niveau. Alors, l'objet aussi de cet exercice, c'est aussi de stimuler, on va dire, de créer une espèce de stimulation positive pour permettre aux entreprises non pas de copier, mais peut-être de s'inspirer pour justement être beaucoup plus réactive et agile, on va dire, par rapport à cette question qui est suscitée au niveau du FIRM. Alors, même parmi les meilleurs en matière de classement, puisque tout à l'heure, je disais que moins de la moitié des étoiles ont été distribuées, alors la meilleure note, c'est 3 étoiles, et la meilleure note ici, si je ne me trompe pas, c'est 1,75. Eh bien, même parmi les meilleurs au niveau des classements, il y a quand même pas mal de choses à améliorer. Si je prends Schneider Electric, par exemple, là où ils ont été un petit peu le moins inspirés, c'est par rapport à la question de la fiscalité, puis par rapport à la question 12 dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'implication des partenaires sociaux dans en tout cas la manière de présenter la politique de développement durable et RSE de l'entreprise. À l'inverse, Orange, eh bien, on trouve qu'il y a plutôt des choses qui ont été mises en avant en matière au niveau de la fiscalité, de la publication des impôts, de l'impôt pays par pays, même s'il y a aussi, même sur ce point-là, des choses à améliorer. Mais pour le coup, Orange n'est pas très en pointe, puisque tout à l'heure Caroline Lemot parlait de la biodiversité. Bon, il y a, semble-t-il, beaucoup de choses à voir, à essayer d'identifier au niveau de cette entreprise sur la question de la biodiversité, même si on sait que l'atterrissement, déposer les câbles sous-marins pourrait susciter des questions sur ce sujet-là, et que était déterminé par Orange que l'impact n'était pas forcément déterminant, mais on sait que c'est un sujet qui avance et qui mériterait d'être avancé. Voilà. Donc je prenais ces deux exemples-là parce que pour montrer qu'il y a même sur les premiers de la classe des progrès à faire, et que ces progrès ne sont pas forcément les mêmes d'une entreprise à l'autre, puisque je parlais de la biodiversité. Il y a quelques années, Schneider Electric ne parlait pas de la biodiversité comme il en parle aujourd'hui, et on voit bien que les choses avancent. Voilà. Et on constate aussi qu'au niveau du peloton de tête, on a des profils très différents, tant au niveau des secteurs d'activité que de la répartition des notes. Si par exemple, je reprends Schneider Electric, les notes, les étoiles sont concentrées sur 2 étoiles et 3 étoiles.
Si on prend BNP, Paribas, Danone et Carrefour, eh bien, on voit que la concentration des notes, c'est plutôt 1 étoile et 2 étoiles. Orange, ben, ça va être réparti sur tout le spectre. Crédit Agricole, ça va être surtout sur les 2 étoiles, etc., etc. Voilà. Donc, il y a toute une disparité, des choses très, très, très différentes à observer au niveau de, justement, de là où sont portés les efforts en matière de transparence au niveau des entreprises. Alors, je dirais peut-être en matière de bilan, et au final, les côtés positifs, toutes les entreprises ont répondu. Je l'ai dit tout à l'heure, et je crois qu'il faut se le dire, c'est quand même quelque chose qui est très motivant. On a une grande diversité des profils en matière des performances, et puis qu'il y a une marge d'amélioration, des marges d'amélioration disponibles, même sur le plan intra-sectoriel, puisque à l'intérieur du même secteur d'activité, on s'aperçoit que il y a des différences à combler. Et au niveau peut-être des aspects négatifs, eh bien, je pense que, enfin, en tout cas, ce qu'on peut appeler, les entreprises à davantage, entre guillemets, coller aux questions, c'est-à-dire les questions sont étudiées très en amont par les analyses du FIR, et ce n'est pas par hasard qu'elles émergent, et donc c'est important de regarder ce qu'il y a derrière ces intentions. Le cas échéant, faire des efforts pour justifier et adapter, décliner les questions aux réalités de l'entreprise ou du secteur, et puis aussi certainement d'apporter davantage d'éléments factuels qui permettent de sortir des intentions un petit peu génériques, et aussi, puisqu'on s'adresse ici au monde de la finance, et bien davantage de chiffres. Voilà ce que je pouvais dire. Et juste avant de passer à des réponses à quelques questions, vous signalez que cette campagne, on va la poursuivre. Donc pour l'année 2021, nous avons posé non pas 12, mais 13 questions, qui reprennent d'ailleurs les précédentes, l'idée étant de pouvoir mesurer dans la durée les progrès des entreprises sur ces questions. On en a ajouté une, et donc c'est une initiative qui va se poursuivre dans le temps. Notre objectif, c'est bien sûr de pouvoir interroger, réinterroger et pouvoir cristalliser des démarches de progrès. C'est le but d'un investisseur dans sa démarche de dialogue et d'engagement. Le FIR a lancé une plateforme d'engagement et fait des recrutements pour pouvoir accroître son action sur ce type de sujet. Et donc, on est ravis de vous annoncer que ces 12 questions de 2020 donneront 13 questions en 2021, et donc un nouveau rapport d'engagement qui permettra de mesurer le chemin parcouru en un an. Alors, sur les questions, j'en vois d'abord, j'ai vu dans les Q&A Philippe Clerc qui s'interrogeait sur la taxonomie, ou plutôt sur les taxonomies européennes, pour se demander si finalement, dans la première question, est-ce que la taxonomie reprend les priorités des investisseurs, et d'autre part, pour évoquer la question de la taxonomie sociale. Alors, juste, peut-être il faut reprendre sur ce que c'est que cette taxonomie, ou ce que sont ces taxonomies, notamment environnementales. Et l'objectif de la taxonomie n'est pas le même que celui des ODD. Les objectifs de développement durable des Nations Unies fixent une forme de définition universelle du progrès sur lesquels les États, malgré leurs différences d'histoire, de culture politique, se sont accordés. Dans le cas de la taxonomie, c'est pas ça. La question que se sont posées les experts, et que se pose la Commission, c'est de se dire finalement, en tout cas pour la principale, celle qui vient de sortir, quel investissement sera toujours là dans un monde bas carbone, ou permet à coup sûr d'arriver à un monde neutre en carbone en 2050. Et donc, elle trie parmi les technologies disponibles celles qui sont à coup sûr neutres en carbone de celles qui ne le sont pas. Et donc, sans surprise, finalement, le spectre des activités qui est effectivement neutre en carbone est très faible. Et ça montre le chemin qui reste à parcourir pendant les 30 ans qui viennent. Parce que notre priorité, c'est
Et donc la priorité des émetteurs et des investisseurs devrait être effectivement l'objectif sous-jacent qui est d'arriver à un monde neutre en carbone. Pour ce qui concerne les autres taxonomies, les discussions sont en cours. Il y en a une notamment sur l'économie circulaire qui devrait sortir d'ici quelques mois. Et puis se pose la question du social. Alors, je fais partie de ceux qui pensent qu'une taxonomie sociale serait extrêmement utile. Nous savons que des forces nombreuses diront que contrairement au carbone, qui a une mesure qui permet de mettre en équivalence les choses, en matière sociale, tout est trop compliqué, qu'il ne faut pas le faire, mais ce serait bien aussi qu'une taxonomie sociale existe et qu'elle permette d'orienter aussi des investissements massifs vers une transition juste, donc une transition respectueuse des femmes et des hommes qui l'habitent. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, vous avez accès sur l'application à des Q&A. Alors, on a reçu deux questions. Non, une nouvelle question. Une nouvelle question. Quelle est la nouvelle question? Ah, pardon. Donc la question, c'est quelle est la nouvelle question? Alors, on a introduit une question sur le lobbying responsable. Et donc, notre objectif, d'abord, on constate qu'en matière de bonne gouvernance, il y a de plus en plus d'interrogations sur le double discours qui peut être tenu entre ce qui est tenu par l'entreprise qui souhaite faire des choses et son adhésion à des organisations qui, elles, tiennent éventuellement des positions opposées. On voit que par ailleurs, ce sujet bouge déjà avec des grandes entreprises qui décident de quitter des associations dont elles considèrent que les positions ne sont pas raisonnables. Et donc, par ailleurs, il y a des sujets de transparence avec en France un cadre législatif qui est celui de la loi Sapin 2 qui a été complété au niveau européen. Et donc, on est dans un sujet émergent, mais un sujet important. Et donc, une question sur le lobbying responsable a été posée. Et par ailleurs, on va aussi réfléchir l'année qui vient à l'économie circulaire. Voilà. Alors, je vois une question qui est de réaction à ce que je viens de dire en disant et pour la publicité responsable. Alors, il y a des tas de sujets de RSE, on n'arrivera jamais tous à les couvrir. Effectivement, des controverses existent, par exemple, lorsque telle ou telle entreprise place une publicité dans une publication dont le contenu est offensant, voire parfois condamné. Ça fait partie des questions qui montent en matière de RSE. Il y a beaucoup d'autres questions que malheureusement nous n'avons pas ciblées. La question de l'empreinte en eau arrivera un jour, il faudra la traiter. Au FIR, on commence déjà à y travailler, mais nous ne pouvons pas poser 40 questions aux 40 sociétés du CAC 40. En tout cas, ce n'est pas notre objectif à court terme. On fait un choix, il est drastique, on complétera et on lancera des campagnes d'engagement au fur et à mesure. Ce sujet de la publicité responsable, on l'a bien en tête, même si ce n'est pas notre priorité à très court terme. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas sur le Q&A. Est-ce que tu veux réagir aux questions qui ont été posées? Tu me parles à moi? Oui. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que cet exercice est vertueux à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a les questions, il y a les réponses des entreprises sur les questions, mais je pense qu'aussi, il y a eu deux effets positifs. C'est d'une part, on a mis en place des questions qui sont organisées avec un certain sens. Je pense que pour la démocratie actionnariale, ça a un effet tout à fait positif, c'est-à-dire côté entreprise, qu'elles se mettent dans une dynamique d'avoir ce dialogue avec leurs investisseurs qui est assez formalisé puisque c'est en AG. Mais je trouve ça très positif. Et en plus, la comparabilité, et ça, on en revient aux questions. On ne peut poser que des questions qui touchent quand même les 40 entreprises, donc ont peu de connotations sectorielles. Et l'autre effet bénéfice de cet exercice, c'est que nous, en tant qu'investisseurs, ça nous fait aussi
progresser. Je pense que collectivement, on s'améliore en termes de ce qu'on fait en engagement. C'est un apprentissage et le fait qu'on l'ait fait par le FIR avec ces questions nous ouvre aussi, enfin nous a permis d'expérimenter ce mode de dialogue et je trouve que c'est très positif également pour chacun des investisseurs faisant partie de la commission engagement. Et encore une fois, ça a été enfin un effort collectif très positif avec une très bonne dynamique entre les différentes personnes qui ont contribué et vraiment sur un objectif commun de faire avancer quelques sujets sur lesquels on pense qu'il y a un impact important sur la vie réelle en fait. Je vois que sont arrivées deux nouvelles questions, plus une question, une question importante sur l'eau chez Pernod Ricard, qui est naturellement à des consommations directes d'eau qui peuvent être importantes et indirectes s'il faut compléter. Je suppose que c'était aussi le sens de la question de Mathieu Coernetti. Et une première question sur le digital. Alors, une des difficultés qu'on a quand on rédige les questions pour entrer dans la cuisine, mais ça vous permet aussi de bien comprendre l'exercice, c'est que nous ne voulons pas simplement que la réponse soit bien sûr, on respecte la loi, puisque la responsabilité, c'est de faire plus que la loi. Et sur les sujets digitaux, il y a des tas de sujets extrêmement importants, alors de protection naturellement des données personnelles, et là-dessus, c'est quand même très difficile d'éviter la réponse qui consiste à dire, bien sûr, on applique le RGPD. C'est des questions environnementales qui sont majeures pour une forme de sobriété du numérique, et pour lequel je pense que les référentiels sont encore balbutiants et donc difficiles à comparer, mais il faudra y travailler pour l'avenir. Il y a des questions sociales qui sont non seulement liées au recours à du travail de plateforme, ce qui fait la une des journaux, mais par exemple de développement du management algorithmique, qui peuvent être des questions importantes. Ce sont des sujets qu'il faudra traiter à l'avenir. Donc, je partage la question sur l'importance. Là encore, on a fait le choix de ne pas mettre l'accent cette année sur le sujet, mais c'est un sujet qui pourra prendre de l'ampleur dans les années futures. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. C'est un exercice qui se fait pendant la période d'AG, donc c'est vraiment des questions en AG avec son formalisme. Ce n'est pas l'ensemble des initiatives d'engagement que nous, investisseurs ou même le FIR, pouvons faire. Il faut aussi adapter l'outil, la méthode aux différents engagements et utiliser l'ensemble du spectre. On ne peut pas utiliser les questions en AG pour l'ensemble des sujets, ne serait-ce que parce que si on posait trop de questions, ce serait contre-productif par rapport à notre objectif. Donc, toutes ces questions sont vraiment valides. Après, dans cet exercice qui est très formel, qui est des questions en AG, il faut qu'on fasse des choix et garder ces autres questions qui sont très importantes pour des dialogues peut-être en bilatéral ou en collaboratif, mais privé. Une question sur la fiscalité qui constate très peu d'étoiles distribuées et s'interroge sur les conséquences de la politique de Joe Biden. Alors là, c'était des questions de 2020, donc la politique de Joe Biden n'était naturellement pas du tout connue, et pour cause, à l'époque, le président était différent. En tout cas, le président américain était différent. On verra peut-être dans les réponses de 2021, mais j'ai un peu de doute et je pense que ce sera plutôt en 2022 que si des changements ont lieu, nous le constaterons dans les réponses aux assemblées générales. Une question a lieu sur la manière dont le dialogue peut se nouer avec les entreprises sur le classement, sur leurs points d'amélioration. Nous, on est naturellement toujours preneur du dialogue avec les entreprises. La base du dialogue actionnarial, c'est précisément de permettre un dialogue entre investisseurs et grandes entreprises. Notre souhait le plus cher, c'est que justement, il y ait un dialogue constructif qui puisse avoir lieu sur les questions environnementales, sociales et de bonne gouvernance. Donc, si nous avons des questions, nous y répondons toujours. Et le retour se fera auprès des entreprises qui le demandent.
Alors, il y a une question sur les études d'évaluation sur le plan international et notamment dans les pays en développement. C'est effectivement une des difficultés pour un investisseur responsable, toujours extrêmement forte. C'est que, et notamment quand on pose des questions, c'est pour ça que nous sommes très prudents et qu'il faut être très prudent dans la manière de lire nos réponses. Nous n'avons pas les moyens d'aller vérifier ce qui se passe dans des pays lointains. C'est pas notre métier. Ensuite, moi, je suis pas certain que lorsqu'il y a des visites inopinées, ça ne permette pas aussi. Enfin, on voit tout, ou qu'on voit des choses, mais qu'on ne voit pas que la pratique d'à côté est tout aussi difficile. Donc, on est face à des situations complexes. Par ailleurs, le but du forum n'est pas de tarir les investissements vers des pays dont les législations sont plus faibles, mais au contraire d'avoir du co-développement. Et donc ça veut dire aussi de constituer des standards et d'y réfléchir. Enfin, voilà, tout ça fait qu'effectivement, on a sur les pays en développement et sur le plan international des études d'évaluation qui sont lacunaires et nous ne prétendons pas en faire. Par contre, ce qu'on juge, c'est de la manière dont les entreprises se saisissent du sujet et nous indiquent qu'elles ont une politique sur le sujet. Et finalement, c'est ça qu'un investisseur peut attendre, non pas vérifier à la place d'eux, on n'a pas les moyens de le faire, mais par contre vérifier que l'entreprise se dote bien d'une politique et est sensible au sujet. Et c'est déjà la moitié du chemin alors qui est parcouru. Moi, je voulais aussi rajouter que l'engagement, on fait de l'engagement parce qu'on veut avoir un impact. L'impact, il se fait si on est dans une dynamique de progrès et donc on n'est pas dans forcément le name and shame, même si parfois, à un certain moment, quand les progrès ne sont pas là, on est obligé d'y arriver. L'idée, c'est vraiment d'avoir une influence positive sur l'ensemble du système et donc d'essayer par nos questions aux entreprises, de leur faire réaliser les éléments sur lesquels elles doivent progresser et de les accompagner pour voir que année après année, il y a des progrès vers là où on pense devoir aller pour que l'économie soit plus soutenable. Et aussi, c'est un système, c'est-à-dire qu'on doit regarder le climat, mais on ne doit pas regarder le climat en dehors des aspects sociaux. C'est l'ensemble des impératifs qui doivent s'améliorer au cours du temps. Sinon, alors, une question est posée sur la prise en compte des entreprises sur les ressources naturelles critiques. Alors, on sait qu'il y a des très nombreuses questions, par exemple sur les métaux rares, sur l'eau qui peut venir à manquer. Enfin, voilà. Donc, ces questions sont naturellement fondamentales. Encore une fois, nous n'avions pas vocation à répondre à poser toutes les questions. D'ailleurs, ce sont des questions qu'à l'avenir, on pourra être amené à creuser dans notre dialogue, alors soit publiquement, soit dans le dialogue que nous faisons les portes fermées entre investisseurs et émetteurs. Mais effectivement, la question est excellente. Une question sur la cohérence entre le classement par rapport aux notations ESG les plus reconnues en France. Voilà. Si on prend le leader du classement en réponse, il se trouve qu'il avait cette année le meilleur plan de vigilance que nous avons récompensé. Il a été à l'échelle internationale aussi été distingué. Il peut y avoir des surprises ici et là. Encore une fois, nous n'avons pas la prétention que ce classement devienne un palmarès des meilleures entreprises en matière de RSE. On vérifie que la réponse qu'elles nous font aux questions qu'on pose publiquement. Mais c'est déjà en soi un indicateur intéressant, puisque ça veut dire que l'entreprise prend au sérieux le dialogue avec les émetteurs avec les investisseurs en essayant de bien répondre, et d'autre part, et a des choses à dire lorsqu'on lui pose des questions sur un échantillon relativement large de questions, aussi bien environnementales, sociales que de bonne gouvernance. Sur la question des droits humains qui est posée par un spectateur anonyme, bien sûr, tout ne se limite pas au salaire minimum. Le FIR va publier très bientôt un cahier dédié à la question de la pauvreté et des droits humains, qui ne se limite naturellement pas à la question du salaire minimum décent. C'est un sujet fondamental dans toutes les régions du monde, malheureusement, et c'est un sujet qu'on va continuer à travailler
on cherche aussi à avoir des questions un peu plus fermées et plus circonscrites pour obliger à avoir des progrès. Si on a des questions trop générales, notre difficulté, c'est qu'on a des réponses très générales et qu'à ce moment-là, finalement, la dynamique de progrès est plus difficile. Enfin, vous l'avez vu si vous regardez les questions, on a plusieurs questions où on demande si les administrateurs se saisissent de tel ou tel thème de RSE. Et c'est une manière aussi de dire que nous pensons que la RSE doit être stratégique, qu'elle doit être portée au plus haut niveau des entreprises et donc notamment par le conseil d'administration. Et donc, je partage avec le spectateur anonyme le fait que c'est un excellent signal quand les administrateurs se soucient du sujet. L'impression qu'on a, c'est qu'effectivement, sur les sujets qu'on a mentionnés en début de conférence qui ont été travaillés, les administrateurs sont un peu plus au courant. Reste encore à vérifier qu'ils sont bien formés à ces questions. Et sur les questions climatiques, par exemple, se poser la question de savoir quel est le degré réel de compétence des administrateurs sur le sujet ou comment il y a un ou deux administrateurs qui connaissent bien le sujet est une question pour l'avenir qui pourra être importante. Écoutez, je vous remercie beaucoup aux unes et aux autres. Il est midi, c'est l'heure de fin de cet événement et on vous souhaite d'abord un très bon appétit et puis de vous revoir très vite sur un nouvel événement du FIR. Merci beaucoup.